BFM Business, Intégral Placement, le Club Immo. Le club de la presse immobilière, Marie Cœur de Roy, Pierre Chevillard, Olivier Marin, bonjour à tous les trois. Bonjour Cédric. Pierre Chevillard pour PAP, Olivier Marin pour Propriété Le Figaro et Marie Cœur de Roy, faut-il encore la présenter? Moi j'aimerais bien, oui. Qui fait vivre la pierre, je suis moins poète que Guillaume Sommerer. Essayez. Voilà, qui fait vivre la pierre jour après jour sur BFM Business. Olivier Marin, on peut pas évoquer dans cette période d'entre-deux tours l'immobilier sans avoir envie de regarder un petit peu ce qu'il y a dans les programmes des deux candidats qui s'affrontent là. C'est chaud au niveau politique, mais au niveau immobilier, logement, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans les programmes? Effectivement, c'est très intéressant si on fait ce match entre Alain Juppé et François Fillon sur l'immobilier. D'ailleurs, que ce soit François Fillon ou Alain Juppé qui l'emporte et qui gagne la présidentielle en 2017, il y aura sans doute un grand bouleversement en ce qui concerne les rapports locatifs véritablement. On devrait basculer en fait d'une politique du logement plutôt favorable aux locataires à une politique du logement plutôt favorable aux propriétaires bailleurs notamment. Alors, mesure phare de la loi Allure qu'ils souhaitent abroger tous les deux, c'est l'encadrement des loyers. Alors, mesure symbolique, on le sait, qui s'applique à Paris, que le gouvernement souhaite étendre à Grenoble, à Lille, dans l'agglomération parisienne, mise en place initialement pour faire baisser les prix de l'immobilier, pour pas qu'il y ait d'abus des propriétaires bailleurs, mais ça, ni Fillon ni Juppé ne veulent plus en entendre parler. Ni les autres, d'ailleurs. Je sais qu'ils ont été éliminés, mais c'est terminé. Bon, alors Juppé, il est catégorique. Il dit qu'il faut mettre un terme à cette malheureuse expérimentation. Bloquer les loyers, la relocation, c'est bloquer le marché de l'immobilier. Fillon dit qu'en fait, c'est le paroxysme de la fausse route. Tous les deux veulent en fait mieux protéger et récompenser le propriétaire bailleur. Alors mieux protéger comment? En facilitant les expulsions des locataires qui ne payent pas leur loyer. Tous les deux sont d'accord là-dessus. Récompenser comment? Alors, ils veulent créer, alors on sait qu'il existe dans le neuf l'investissement locatif, on a un avantage fiscal quand on achète un bien pour le mettre en location. Ils veulent faire la même chose pour l'ancien, c'est-à-dire avec la création d'un statut fiscal du bailleur privé. Alain Juppé dit que ce sont les investisseurs qui produisent les logements, et produire plus de logements, c'est redonner confiance aux investisseurs privés. Fillon, il veut créer un bail modéré qui sera le pont entre le logement social et le locatif privé, avec des dispositions fiscales avantageuses. Sur l'investissement locatif Pinel, alors tous les deux sont d'accord pour dire on va pas y toucher, ça marche. Sauf qu'il y a des petites différences. François Fillon, il veut un seul dispositif de ce type, mais basé sur un amortissement de longue durée de 20 à 30 ans. Côté fiscalité, alors il milite pour la baisse des droits de mutation à titre onéreux, ça c'est François Fillon, un retour à l'exonération des plus-values après 15 ans, Juppé... Alors qu'il l'avait porté à 30 ans. Supprimer l'ISF et concentrer l'effort fiscal sur le pouvoir d'achat des familles. Et côté accession à la propriété, alors des différences. Alain Juppé ne veut pas toucher au prêt à taux zéro, François Fillon, un petit peu quand même, il dit que le prêt à taux zéro, dans sa nouvelle version, devrait être uniquement réservé aux neufs. Uniquement donc pour les logements. Le prêt à taux zéro actuellement, on sait, dans l'ancien 25% de travaux, Fillon ne veut pas en entendre parler. Alors que ça marche. C'est 20%. Et puis, étonnamment, oui, c'est ça. C'est étonnamment, ça marche. Prêt à taux zéro au premier trimestre 2016. Avec des différences de zone, si je dis pas de bêtises, non? Certains constructeurs de maisons individuelles nous disent que le PTZ dans l'ancien est devenu un concurrent pour la construction neuve dans des secteurs, par exemple l'Auvergne. Voilà, et pour finir donc sur cette petite synthèse en matière de politique du logement, Fillon comme Juppé considère qu'il faut régionaliser les politiques du logement. Ça passe par une rénovation de l'aménagement du territoire au niveau de l'intercommunalité, c'est ce qu'estime François Fillon. En matière de logements sociaux, alors Juppé, il propose de maintenir l'obligation de 25% de création de logements sociaux dans les zones tendues, mais de supprimer celle de 20% dans les zones non tendues. Pour ce qui est du logement social, François Fillon, il dit c'est pas normal en France, 70% des Français sont éligibles au logement social, alors qu'en Allemagne c'est seulement 20%. Il faut revoir tous les plafonds de revenus. Voilà ce que dit François Fillon. Surtout que c'est intéressant dans ce que dit Olivier, parce que quand on regarde justement les foyers qui bénéficient aujourd'hui du logement social sous couvert pour les communes de respecter la loi SRU, on voit que c'est les plus aisés qui en profitent. Oui, vous nous aviez dit l'autre jour qu'il y avait des différentes strates de logement social et que... Et alors justement, François Fillon, il souhaite que la loi SRU soit complètement remaniée. Il dit que ça résonne en termes de stock et pas de flux. Et puis, parmi les dernières orientations, François Fillon souhaite simplifier les normes de construction et prioriser la libération du foncier. Voilà, on peut retrouver en ligne sur Explore-Immo les interviews des uns et des autres. À part quelques marqueurs, effectivement, comme la politique du logement, on passe d'une
France, une politique du logement en faveur des locataires, et là on bascule sur les propriétaires bailleurs. Pierre? Pourquoi pas? C'est vrai que... alors moi, on a souvent dit qu'il fallait quand même aussi laisser le temps aux choses. C'est vrai que l'instabilité en matière réglementaire, c'est souvent... Et là, par exemple, sur les normes, sur les normes, c'est un chantier qui est déjà entrepris. Le gouvernement a entrepris de simplifier les normes. Le mal français, c'est que quand on simplifie d'un côté, on en rajoute de l'autre. Ouais, voilà, on prépare par exemple une nouvelle réglementation thermique pour 2018 et 2020 pour faire des logements à énergie positive, bon pour la santé, je pense on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc voilà, et d'un autre côté, bon on simplifie. La régionalisation des politiques du logement, c'est une arlésienne. Enfin, ça fait 10 ans qu'on entend parler. Le pire, je crois que c'est le statut du bailleur privé dont parle François Fillon. Le statut du bailleur privé, on en parlait déjà. Et Alain Juppé, oui, tous. On en parlait déjà en 2000. À l'époque, par exemple, quand Louis Besson était ministre du Logement à partir de 2000 ou 2002, je ne sais plus exactement, eh bien, avec son amortissement, il s'agissait déjà de créer un statut du bailleur privé. Puis, honnêtement... mais c'est comme le bon vin, il faut que ça vieillisse. Beaucoup ont basculé aussi dans le locatif pour les touristes, on ne parle pas des Airbnb et tout ça, mais là aussi, il y a des... Attention, ce sont des agents économiques... mais on est parfaitement d'accord. Et puis, juste pour le système d'amortissement, que prône François Fillon, il s'agit en très gros de creuser du déficit foncier, c'est-à-dire qu'on diminue une base imposable. Donc, plus on a de revenus, plus on est défiscalisé. Bon. C'est ce qui se passait avec le Robien, avec le Périsol, ou l'amortissement Besson, qui était le fruit d'un ministre socialiste. Voilà, Périsol, Robien, Besson, c'était les prédécesseurs du Duflot, du Pinel, etc. Enfin, voilà, bon. Chaque ministre sa réforme, son dispositif. Ça part à comment d'ailleurs l'année prochaine? Si on regarde du côté des indicateurs, que ce soit les indicateurs, les taux, Pierre, comment est-ce que ça se... Alors, les taux, Marie nous en parle tout le temps. Mais on va continuer à en parler, ça fait des on entend beaucoup de choses. Elle était la première à secouer le cocotier en disant ça remonte. Voilà, ça a tellement baissé que forcément, c'est un peu comme après la pluie et le beau temps, mais il y a forcément un moment où ça va remonter. Ça dépend. Ça arrive aussi. Avec le temps qu'il fait dehors en ce moment, c'est pas terrible. Il y en a qui aiment bien bronzer longtemps, mais bon. Et donc, oui, la baisse est terminée. Ça, c'est sûr. Et ça commence à remonter. Les courtiers disent qu'il y a des petites hausses suivant les catégories que les banques veulent séduire. Il y a des hausses, on va dire, de 0,05 à 0,20. Les moyens n'ont pas beaucoup bougé, mais clairement, on est sur une inversion de tendance. Les indicateurs, là aussi, il y a beaucoup de controverses sur savoir ce qui fait monter les taux ou pas. Les conditions de refinancement pour les banques restent excellentes. La Banque Centrale Européenne a envoyé des messages rassurants. Donc les banques vont garder les moyens de financer les projets immobiliers à bas coût. Mais on ne sera plus sur les taux moyens. Par exemple, je crois que c'était en octobre, on est descendu à 1,33, tout durée confondu, ce qu'on n'avait jamais vu. Donc ça, c'est terminé. En photo d'ailleurs. Ouais. Mais a priori, oui, ça va remonter. Le 20 ans moyen, aujourd'hui, il est à 1,55, 1,60. Il devrait être à 1,80 à la fin de l'année, en très gros. Alors, évidemment, c'est ma petite boule de cristal. Elle marche pas trop mal, mais ça reste une boule de cristal. Sur un 20 ans moyen qui passe de 1,50 à 1,80, ça veut dire que pour une mensualité de 1 000 €, on empruntera 5 000 € de moins et on payera 5 000 € d'intérêt en plus. Alors ça c'est la version effectivement résumée, mais alors du coup je suis allée voir effectivement parce que maintenant qu'on sait tous que la remontée est là, même dans de faibles proportions, effectivement l'enjeu c'est de connaître l'impact pour l'emprunteur et puis pour le marché immobilier au sens large, puisqu'aujourd'hui quand même le marché immobilier il est tenu par quoi? Est-ce qu'on parle du PTZ, du Pinel? Par les taux d'intérêt. Surtout par les taux d'intérêt. Donc quel impact aura même cette toute petite remontée sur le marché? Et Empruntis nous a donné avant tout le monde ces petites projections. Ils ont fait des scénarios différents et donc ils sont partis du principe que l'année prochaine on aura une hausse qui sera sans doute de l'ordre de 0,5, peut-être 1% sur l'année 2017. Alors attention, quand je vous dis ça, effectivement, ça veut dire qu'on aura un taux sur 20 ans proche de 2%. Faut se rappeler qu'en 2011, on était à quasiment 4,5%. Donc on reste quand même sur des niveaux extrêmement faibles. Mais quand même, l'impact, il est pas neutre. Alors Empruntis nous donne un exemple, par exemple, avec un emprunt sur 200 000 €. Comparativement à aujourd'hui, vous prenez un emprunt de 200 000 € sur 20 ans. Si vous dites ça va augmenter de 0,5, 1%, concrètement, votre coût du crédit, il sera plus cher de 15 000 € environ. Donc c'est pas rien, c'est pas complètement neutre. Et puis l'impact sur le marché global, là aussi c'est intéressant. C'est-à-dire que forcément, comme les taux seront un peu plus élevés, des gens qui pouvaient avoir accès au crédit n'auront peut-être plus accès aujourd'hui. Et Empruntis nous dit que si on a cette hausse de 1% l'an prochain, c'est plus de 16% d'emprunteurs en moins en 2017. 16% d'emprunteurs en moins, c'est pas rien. La seule solution pour qu'effectivement l'impact de ces petites hausses de taux soit compensé, ce serait une baisse des prix
Et même si les prix baissaient de 5%, nous dit Empruntis, ce qui est quand même pas a priori ce qu'on va avoir en 2017. C'est pas la tendance. Hein. C'est pas la tendance et c'est sans doute pas ce qu'on aura en 2017. Même donc avec une baisse de prix de 5%, ça ne compenserait pas intégralement l'effet d'une hausse de taux de 0,5 ou de 1% l'an prochain. Donc oui, effectivement, on est sur une petite remontée, c'est vrai, mais il y a un impact non négligeable qu'il faut quand même essayer de valoriser, d'estimer aujourd'hui. Après, c'est vrai aussi que les courtiers nous disent que les banques pour 2017 ont des objectifs commerciaux qui sont équivalents à ceux de 2016 et en 2016 ils étaient plutôt ambitieux et on retrouve la tendance classique, c'est-à-dire que si on a un dossier standard, effectivement, on devrait subir davantage la hausse. Si on a un très bon dossier, de l'apport, des revenus, une situation stable, un potentiel commercial entre guillemets auprès de la banque prêteuse, on aura de meilleures conditions et des décotes comme ça se pratique d'ailleurs pour aujourd'hui. Moi je suis tout à fait d'accord avec Pierre, d'autant qu'en plus il faut rappeler effectivement on va peut-être perdre 15 000 € l'année prochaine, mais qu'est-ce qu'on a gagné en 5 ans? On a gagné sur ce même emprunt de 100 000 € sur 20 ans, on a gagné 65 000 €. Oui. Donc il faut quand même faire le rapport. On parle de mensualité d'une vingtaine d'euros aussi, il faut voir. Après ça peut être lissé dans les remboursements. Il y a le coût du crédit, il y a les mensualités, enfin voilà. Mais effectivement, il y a un impact non négligeable. Mais après, ça ne veut pas dire que ça y est, on n'aura plus du tout de pouvoir d'achat immobilier et que on va vraiment le payer très très cher. Au final, on le paiera un peu, c'est tout.